Pourra-t-on un jour tout comprendre du fonctionnement d'un navire, écrire les règles parfaites de sa construction? Au XVIIIe siècle, la plume de l'ingénieur Bouguer est tranchante. L'essentiel de la construction reste enseveli sous d'épaisses ténèbres. Et ce qui est infiniment préférable, c'est d'abandonner la disposition de presque tout l'ouvrage au hasard ou au caprice de l'ouvrier. Au maître constructeur de concilier secret des ouvriers et savoir des ingénieurs. La pratique devra pallier les manques de connaissances. Mais pour l'ingénieur suédois Chapman, la connaissance des compagnons demeure essentielle. Le choc des cultures secoura les ateliers pour des siècles. Pour se projeter au-delà de l'horizon, les arpenteurs des mers ont su capter l'énergie du vent et la répandre dans toutes les nervures du navire. Entre calme plat et déferlante, liberté et tourment, l'équilibre est fragile. Pour affronter l'assaut des vagues et le jour incertain, les marins font corps avec l'œuvre façonnée de 1000 mains, derrière ces murs de bordées patiemment élancés sur les savoirs ancestraux, dans une rencontre de la matière et de l'esprit. La construction navale est un art, et la théorie se cache en art comme en construction. Les voiles des royaumes d'Occident claquent au vent du XVIIe siècle vers les richesses des nouveaux mondes, portant sur les océans leur grandeur et le reste. Le chevalier de Razilly, chef d'escadre, évoque le roi d'Espagne qui, depuis qu'il a armé sur mer, a tant conquis de royaumes que jamais le soleil ne se couche dans ces terres. De quoi faire de l'ombre à Louis XIII, roi de France. Compétition, conflit, guerre de religion font souffler pour des siècles un vent violent sur des flots tumultueux. Puissance, stabilité, vitesse, cohésion valent pour les flottes comme pour les royaumes. Richelieu est un ministre avisé. La mer lui parle. Le sens de l'organisation aussi. Le royaume de France doit posséder une marine digne de ce nom, capable de tenir le cap. Car pour l'heure, chaque navire est unique, son caractère aussi. Voguer en escadre tient du miracle, tirer au but, souvent du hasard. Pour y remédier, Richelieu ordonne de collecter les précieux savoir-faire dans tous les ports du royaume. Le bois, c'est quelque chose qui est vivant et qui nous parle, quoi. Ce bois, il a poussé en forêt, il y a eu les contraintes du vent, les contraintes du sol, du terroir, les accidents de la vie. Il y a la beauté du grain, et on doit faire attention au fil du bois, est-ce qu'il est serré. Chaque pièce de bois est différente, donc déjà, nous regarde le bois avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour. C'est un matériau qui travaille, c'est-à-dire qu'il est très sensible aux différences d'humidité. On l'utilise d'ailleurs, puisqu'on va essayer de travailler un bois sec qu'on remet dans un milieu humide et c'est ce qui va faire son étanchéité, il va gonfler. Mais par contre, pour d'autres pièces de bois, il faut éviter qu'il puisse gonfler. Un assemblage en mouvement, si ça gonfle, ça coince, quoi. Donc ça demande beaucoup d'intelligence et c'est ce qui nous plaît, quoi. C'est un matériau complexe.
Les bateaux qui se construisaient étaient des bateaux qui étaient dessinés par le charpentier, il n'y avait pas d'architecte. À partir d'un simple bloc de bois, le charpentier était capable de concevoir et de dessiner, de sortir une forme équilibrée, passante dans la mer, arrivant au déplacement qu'il fallait, une sorte d'intuition mathématique géniale. C'est un métier qui demande une grande connaissance du bois, savoir tirer parti du bois, de chaque pièce de bois, du fil, de la forme, et pouvoir savoir l'assembler et faire un bateau qui soit marin, sûr et qui amène son équipage en sécurité d'un point de la côte à un autre point de la côte. On a une forme dans l'espace qu'on doit parachever et on l'achève petit à petit, c'est-à-dire au rabot à main, on vient petit à petit mettre exactement la membrure à l'angle, à la position qu'elle doit être. La courbe, nous, elle est autant esthétique que physique, c'est-à-dire qu'on la voit à l'œil et puis quand on va mettre une latte, on va sentir ses points de force, on va sentir ses creux, ses bosses, on va sentir comment elle file. C'est quelque chose qu'on ressent et qu'on voit, donc c'est quelque chose qui est très lié au métier. Et le sens marin va apporter plutôt les contraintes nécessaires auxquelles va devoir s'adapter l'esthétisme et le constructeur. Mais ce sera le constructeur plus qui sera dans le dessin de l'œuvre que le sens marin. Et puis notre métier, c'est l'assemblage de milliers de pièces dont aucun assemblage n'est le même. Donc il faut savoir réaliser l'ensemble des pièces de charpente et les lier, parce que le métier de charpentier, c'est la liaison. Et ça, il ne suffit pas de faire des belles pièces en bois, il faut encore qu'elles tiennent et qu'elles soient assemblées, que l'eau ne puisse pas passer dans les assemblages. Ce qui caractérise le charpentier, c'est une grande capacité à se projeter dans son travail, c'est-à-dire à pouvoir globaliser, donc imaginer, c'est-à-dire quand il va faire une pièce, il doit savoir si, quand il va mettre par exemple un barreau en place, il doit savoir de quelle manière le pont va aller dessus, comment il va s'assembler, si ce barreau va recevoir des efforts de mâture, de gréement, un roue vient dessus, enfin rien ne se fait sans quasiment avoir déjà le dessin de la globalité dedans. Et si on ne l'a pas, c'est là que les erreurs peuvent arriver. Chacun va apporter sa manière de faire, sa vision, va mettre en priorité tel ou tel paramètre. Il y en a des qui vont avoir la priorité de la pièce de bois, d'autres qui vont avoir une priorité de la qualité des attaches. Et fait que, en fait, c'est jamais pareil. Chacun est vraiment seul devant la précision de son travail, la réalisation de son travail. Et si la pièce est réussie, c'est lui qui l'a réussi. Si elle est ratée, c'est lui qui l'a ratée. Et néanmoins, il est à l'écoute de la personne qui est responsable du travail pour que ça s'intègre dans la globalité. Il y a une volonté de précision et de que chaque pièce soit nommée pour que chaque effort est différent, chaque pièce a une fonction très précise et elle a un nom. Ça, c'est important. Le langage, pour nous, porte de la poésie, il porte de la poésie des pièces. Et puis, il y a aussi un côté compagnonnage, de connaissance des mots et des langages d'un métier qui fait qu'on est charpentier de marine. Qu'on appelle une tonture, qui est une ligne très importante. La tonture, c'est la ligne du haut du bateau. C'est une ligne qui est tellement nécessairement esthétique qui définit un bateau au premier coup d'œil. On va voir, je regarde les goualettes, on avait l'étoile là-bas, elles ont une ligne de tonture magnifique avec pas mal d'envolées sur les traves. Les bateaux de cabaret, la tonture a une tonture qui est un bateau à la fois très large de l'avant et qui reviennent, qui en tonture ont presque un double S de tonture. Donc tout ça, à la fois c'est technique et pour nous, tonture, tout de suite on a plein de bateaux dans les yeux et on a la pureté d'une ligne. C'est quelque chose qui est important. Ouais. Les architectes sont venus et demandaient au chantier de construire des bateaux de plus en plus affûtés, de plus en plus fins, de plus en plus devant rentrer dans une jauge ou un programme. Et le rapport du charpentier qui dessinait et construisait son bateau est devenu plutôt un rapport de partenariat avec l'architecte où le chantier, le charpentier va garder sa place prépondérante dans la définition des assemblages, des structures, des types de bois, mais va laisser la forme et la définition d'ensemble à l'architecte. À l'aide de la mécanique et des mathématiques, le père jésuite Fournier élabore une théorie. Le métacentre est né et place sur les plans des architectes le point d'estimation de la stabilité du navire.
l'intuition géniale de la construction recule devant l'autorité scientifique. Pour passer des symboles au navire, les traceurs reportent les plans au bois des gabarits. Varangues et couples, aux galbes généreux, s'élèvent au bout des palans maniés par les portefaix, dominant les compagnons dans une course solaire. Les vrilles des perceurs ouvrent le passage des clous qu'apportent de frêles silhouettes d'enfants. La misère n'a pas d'âge, et le temps presse. L'odeur de résine des sapins envahit l'atelier de Mature. Les beauprés, vergues, grands mâts de hune sont assemblés avec ingéniosité. L'imaginaire et la science des vents dessinent des voiles aux allures singulières. Les tisserandes usent leurs doigts dans la voilure de lin. Le tourmentin et la grand-voile seront solidement arrimés par l'araignée des haubans de chanvre, filés dans les immenses ateliers de la corderie royale. Sur l'eau, la machine à mâter se glisse à couple du vaisseau. Les mâts se dressent sous la manœuvre des caliornes, palans et cabestans, cadencés par le chant. Nul doute que la puissance expressive des dieux de la mer, façonnée sous la coupe du ciseau ou de la gouge des sculpteurs, place les vaisseaux sous les meilleurs auspices. Dans les masures, l'idée qu'un fils puisse avoir un bon métier, afin que le pain ne manque pas, entretenait la flamme. Le talent de l'apprenti peut changer son destin. Alors que tu t'échines à la dure sur le chantier, en levant la tête vers les prestigieuses sculptures, tu te prends à rêver. Si le talent te court dans les doigts, un chemin royal te conduira peut-être à Paris pour y apprendre à dessiner. Entretenu par le roi, tu voyageras à travers l'Europe pour parfaire tes connaissances et emprunter au passage les bonnes idées des maîtres anglais et hollandais. Au retour, maître constructeur, tu diriges la construction des vaisseaux de Louis XIV et la main-d'œuvre de paysans, pêcheurs et ouvriers réquisitionnés. Colbert pense déjà à la préfabrication et à la construction en série des frégates et des vaisseaux de ligne. Mais si le roi est soleil, la science est parée de zones d'ombre. L'Académie royale des sciences apporte de la méthode dans la construction navale. Aux avirons, sur la mer de la complexité, Descartes désigne par des nombres ou des lettres les points et les traits. Les carènes prennent les formes d'équations. Le mouvement, la force de la gravité, le calcul infinitésimal de Newton deviennent des lois dont les calculs vertigineux sont traités par de nouveaux logarithmes écossais et anglais. Les pièces à façonner apparaissent plus visibles à la lumière de la géométrie projective. Le regard sur le réel change. Il devient mesurable et modelable. La création de l'Académie de marine stimule la recherche. Le vent rabat sur les calfats l'épaisse fumée des cheminées des forges artisanales, où les ancres de fer doux, précieuses pour la sûreté des navires, sont façonnées. Les ingénieurs se penchent sur le creuset de la forge pour percer les secrets du métal en fusion. Au départ, ça fonctionnait à eau, je pense, certains martinets. Le bloc de pâte était en acier moulé et la verge, la partie droite, était en acier forgé. On forge, on fibre le métal et donc ce qui donne une résistance bien supérieure par rapport aux pièces prises dans la masse. Les pièces prises dans la masse résisteront beaucoup moins aux efforts dus à la traction. La pièce était sortie du four
avec un tisonnier, là, un grand tisonnier. On l'a attrapé à la tenaille et on l'a jeté sur l'enclume. La pièce elle est presque en fusion quand il est assemblé. Et c'est là que ça se soude. Donc il doit chauffer à 1300 degrés. La chauffe, c'est quand le métal est au four, et la chaude, c'est le moment Le forgeage. où il faut que ça travaille, hein, parce que là, le métal refroidit assez vite, Faut puis aller on a vite. l'air libre. C'est l'œil du forgeron qui parle. L'œil du forgeron, il voit la température de la pièce sur l'enclume. Il sait si elle a refroidi, elle est avec 1000 degrés, c'est rouge cerise. Et puis au choc, on sait, c'est un son qui est souple, il n'y a pas de bruit, là elle s'écrase, elle se donne la pièce. Là, on la maîtrise. Ça commence à résonner, c'est pas bon. On doit la remettre au four. D'autres feux couvent. Les Huguenots, soutenus par les Anglais et les Hollandais protestants, s'affirment en puissance maritime aux portes du royaume. Ils se livrent à une piraterie à grande échelle. Intolérable. Les caisses du royaume de Louis XV se vident. Pourtant, des vaisseaux de 2 et 3 ponts sont armés grâce au soutien d'une armada de villes et de régions. Leurs blasons navigueront le long des terres lointaines du Canada et des Indes, où la guerre sévit de nouveau. Pour s'affranchir des marées, les premières formes de construction et de réparation s'encastrent dans le rivage. Avec l'ingénieur Sanet, le Standard s'insinue dans la construction des vaisseaux avec doublage de cuivre. Le charpentier voit les bordées de bois s'effacer derrière le cuivre, les protégeant des attaques des tarets, ces redoutables vers qui mettent en péril les navires. Les reflets du charpentier métal et du formeur s'y dessinent. Sur les quais, l'enchaînement des étapes de fabrication structure l'espace. L'esprit militaire de l'encadrement se heurte parfois aux besoins de liberté, nécessaires à l'expression du talent des compagnons. Un navigateur immobile prend la barre du pays. Louis XVI a la fibre marine. Les colonies sont en pleine expansion dans un climat d'orage avec les autres puissances maritimes et des jeux d'alliances complexes. Il faut projeter ses forces sur toutes les mers du globe et enrichir la connaissance. Le ministre Choiseul lance de vastes programmes de construction. L'interprétation des plans n'étant plus de mise, la construction navale doit parfaire sa révolution. Entre les rives du port du Ponant, la mémoire des pierres résonne de 1000 bruits, de 10 000 voix de compagnons venus des 4 coins du royaume et même de Hollande, avec le soutien des forçats. Discrètement, sur l'autre rive de l'Atlantique, une ombre se glisse dans les profondeurs de l'océan. En 1776 que l'Américain David Bushnell construisit le premier sous-marin réellement doté de qualités nautiques et qu'il baptisa Tortue. La Tortue possédait déjà certains organes constitutifs du véritable sous-marin. Réservoir à lest d'eau, lest détachable, organes de plongée, une pompe pour refouler l'eau, un gouvernail de direction, une charge de poudre. Cet engin fut utilisé sans succès par les Américains pendant la guerre d'indépendance. Cette invention disparaît telle une vaguelette sur l'océan de l'oubli, avant d'émerger bien plus tard en puissante déferlante. Avec le traité de Versailles, la France retrouve un peu de prestige, mais jette la moitié des ouvriers de la navale et leur savoir-faire sur les routes. Le commerce reprend vers les îles des Antilles, les bancs de Terre-Neuve ou les comptoirs des Indes et du Sénégal. C'est la révolution. Dans le pays comme dans les chantiers, on expérimente,
l'Assemblée constituante décide de fusionner marine de guerre et de commerce. La marine de guerre d'un peuple libre, écrit le journaliste Johannes Tramont, ne pouvait être que l'ensemble des citoyens navigateurs. L'économie et l'égalité s'en trouveraient bien. La gestion des compétences, un peu moins. Il est des idées comme des navires. Elles peuvent se briser sur des écueils. La Convention se lance dans la guerre de course avec l'Angleterre pour l'amener à une banqueroute honteuse. C'est un désastre. Et les Anglais organisent le blocus de Brest. Occasion de réparer la flotte des navires. Mais sur la grève, l'insurrection gronde. La situation économique des ouvriers se détériore. Leur départ vers d'autres chantiers fait de nouveau planer sur les autorités la perte de leurs précieuses compétences. De terre, à coups de pelle, de pioche et de sueur, les mineurs sortent le charbon, le fer, le coke qui alimentent les feux de la révolution industrielle. Les secrets de la matière métallique se révèlent. L'apparition outre-Manche du boulet creux chargé de poudre et du blindage percute les esprits. Le boulet de l'histoire emporte la République. Napoléon Ier prend la barre. Et puis est apparue la machine à vapeur. Tout d'abord, production de vapeur à partir du charbon. Alors, la machine à vapeur est une machine à combustion externe où le fluide vient de l'extérieur pour actionner les propulseurs. À partir du moment où on est rentré dans la propulsion vapeur, on a immédiatement mis le doigt dans la thermodynamique. C'est la conversion d'énergie potentielle des combustibles fossiles en énergie de la vapeur, en énergie thermique et cinématique pour donner le mouvement au propulseur naval. Puis c'est Sauvage qui a inventé l'hélice. Et puis voilà, donc on en est encore à l'hélice comme propulseur majeur. Et puis il y a une particularité pour les navires, c'est que il faut pouvoir, pour le mécanicien embarqué, les marins embarqués, durer à la mer. Et là, cette connaissance fine de la machine est importante. L'alliance du chercheur et du forgeron procure résistance, élasticité et légèreté aux fers et aux aciers qui sortent des laminoirs. Piston et bielle forcent la destinée. Pour façonner des chaudières, des échangeurs performants, traceurs, tuyauteurs, riveteurs découvrent les figures descriptives, les profilés, et croquent le dessin à main levée. Le métal court le corps, blesse et fusionne. Sous la puissance et l'élégance du geste, le métal s'incline. Tu crois le dominer, il se rebelle. Une part de mystère demeure sous l'ombre de la main. La vapeur ne se laisse pas dompter facilement. Sa puissance envahit les ateliers et force la cadence. Du Puy de Laume profite d'une accalmie dans le ciel européen pour rapporter d'Angleterre les plans d'une frégate à vapeur de 600 chevaux avec coque en fer et propulsion par hélice. Son enthousiasme se heurte au vent contraire du ministère. Qu'un navire tienne par la seule force du rivet dépasse l'entendement. Le Napoléon sera un compromis, avec une charpente en bois et des bandes de fer croisées. Les hélices en fonte se coulent dans les moules. Dans les forges poussent les arbres d'hélice qui feront le vaisseau de haute mer le plus rapide du monde. Des nouveaux laminoirs du Creusot sortent des plaques de grande taille. Dans les cales et les ateliers,
le rêve d'un navire entièrement de métal devient réalité. Avec le cuirassé magenta, le métal laboure les flancs du rivage et les arsenaux de Brest. Les feux des forges s'allument avant l'aube dans un cycle sans fin. Et moi j'ai commencé au marteau pilon d'abord, au 6 tonnes. J'ai commencé par tourner les cales de hauteur, de manière à forger l'acier. Et j'étais bon qu'à ça, tenir les cales au début. Et par suite, au bout de quelques mois, je me suis mis au tenaille aussi. Et j'ai commencé à forger moi-même. Toutes les tenailles étaient faites chez nous. On fabriquait nos outils. Même l'axe, le rivet était fait chez nous. Pour former un pilonnier, il faut 1 an d'expérience. Il faut qu'il ait exercé pendant 1 an, pour qu'il soit bon. Je dirais même, le test, c'est la bouteille qu'on mettait sur l'enclume, on mettait le bouchon, et il devait enfoncer le bouchon sans casser la bouteille. Il faut être bon en maths, surtout, parce qu'on nous donne la cote, le plan de la pièce, à nous de la cuber, de calculer la perte au feu d'abord, et calculer le gras qu'on doit laisser pour l'usinage. Mais on travaillait beaucoup dans la fumée à l'époque, parce que le four, le charbon dégageait de la fumée, les pièces dégagent de la fumée. On a fabriqué beaucoup à une certaine époque des manilles garcettes, des manilles droites, des manilles à branches parallèles, des manilles en lyre. On n'arrivait pas à trouver des goupilles de diamètre suffisant. Comme nous, on faisait des grosses manilles, l'atelier des Capucins a mis au point une machine pneumatique avec 3 vérins pour fabriquer rapidement, donc à moindre coût, ces goupilles-là. Le manipulateur, la pince de force, il nous a soulagé beaucoup. On a même adapté un système d'outillage sur la pince, nous-mêmes. On a été brevetés. Nous avons reçu une prime de la direction. Ça permettait de cercler une matrice et de la retourner. Que ce soit au 6 tonnes ou au 4 tonnes 5, il y a un responsable d'équipe. Et c'est lui qui commandait la manœuvre. Si les gars, il y avait 7 ou 8 à la queue, faire contrepoids, levier pour avancer ou reculer la pièce sur l'enclume, c'est lui qui donnait les ordres. Dans les ateliers des Capucins, les courroies de cuir entraînent les puissantes machines-outils. Les compagnons se spécialisent. Dans une longue chaîne, fraiseurs, ajusteurs, tourneurs, perceurs et alaiseurs sont à l'œuvre. La coque engloutit chaque jour son lot d'ouvriers. Les masses frappent les tôles, tout vibre. Le métal absorbe les énergies. L'assemblage fait appel aux rivets. Il en faut des millions sur un navire, sans mélanger les 6 modèles qui ont fait l'objet d'études pour répondre aux contraintes mécaniques. Chaque trou doit être exécuté avec précision. Étanchéité oblige. Le chauffeur porte au rouge la tête du rivet saisie par le tas du teneur. De l'autre côté de la tôle, le rifter vise et frappe avec la boussole. 300 rivets par jour, payés pièces, par tous les temps, dans les courbes, les recoins. L'hiver, le feu tient chaud. L'été, c'est l'enfer. La tâche ingrate n'enlève pas la fierté de l'ouvrage accompli. Le soir, à peine si tu entends encore la cloche de fin de journée, le martèlement ne te quitte plus. L'apparition du marteau, mécanique ou pneumatique, soulage la douleur de l'ouvrier et la facture du constructeur. Confrontés aux aléas de ces nouvelles techniques, les compagnons font preuve d'initiative.
solliciter son compagnon de chantier alimente l'encyclopédie pratique écrite du bout des doigts. Le mateur, refoulant le métal, assure l'étanchéité des plaques. Il supplante le calfa. Encore 50 ans, et la flamme du soudeur éteindra celle du rifter. Je le jure sur la pigouillère que j'avions 30 turbins dans le temps, que j'ai vu m'aborder entière, tous les jours en cracher le sang. Mais à présent sur ma parole, adieu Maillez et Patara, avec toutes leurs sacrées casseroles, y a plus de calfa, y a plus de calfa. L'empereur Napoléon III, reconnaissant envers les ouvriers, et surtout soucieux de retenir leur savoir-faire, les nomme ouvriers d'État. Un métier à vie. Ce précieux patrimoine se transmettra de père en fils. Aux Arpettes, la meilleure école du geste et des savoir-faire, sous l'éclairage des connaissances des ingénieurs du génie maritime. Des ateliers sortent les compagnons. La pose s'impose. C'est le spectacle. La grue revolver, conçue par l'ingénieur Gervaise, place une chaudière au cœur du navire. 80 tonnes de charge et 20 hommes à la manœuvre, là où il en fallait 600 il y a peu. À bord, après le montage, les mécaniciens pratiquent l'art de la mise au point, réglant les machines comme des horloges. Après le travail, fourbus mais passionnés, les compagnons se retrouvent face au tableau noir pour parler art et métier, pratique et théorie. Ça fait sens. Pas question de rester en rade. Progresser, c'est aussi améliorer l'ordinaire et changer d'un travail trop pénible. Le président de la République, Adolphe Thiers, résume l'enjeu maritime de la France en une phrase. Il faut une marine capable non de dominer, mais d'empêcher toute domination sur les mers. Car un nouveau rival qu'il faut surveiller pointe à l'horizon. L'étrave des vaisseaux allemands se lance sur les mers pour garantir les approvisionnements indispensables à son industrie rayonnante. La torpille automobile illustre l'évolution permanente de l'arsenal de la domination. Les progrès de la métallurgie ouvrent le sillage des cuirassés, croiseurs, torpilleurs, porteurs d'une force que l'on espère dissuasive. Il faut une grande diversité de navires pour courir les mers du globe et assurer les missions. Il n'y a pas de bateau universel, sauf à ce qu'on ait pris en compte les conditions les plus sévères que peut rencontrer un bateau dans sa vie. Le bateau, s'il est prévu que pour aller en Méditerranée, il va y avoir des choses qui vont se passer en Méditerranée qui ne se passent pas en Atlantique Nord. Il y a des longueurs de houle qui sont complètement différentes en mer de Chine ou en Atlantique Nord, etc. Si on prend en compte un cumul finalement d'emplois à la mer, le bateau peut très bien tenir 30 ans, ou si on l'envoie qu'en Atlantique Nord, il peut très bien ne durer que 10 ans. Aux quatre coins de l'Europe, chaleur, lumière, gaz innervent autant la matière que l'esprit. L'invisible se révèle. L'air, ce gaz soupçonné d'être essentiel à la vie, et ses deux composantes majeures, l'oxygène et l'hydrogène, bouleversent la chimie. Par un procédé américain de cémentation mis en œuvre au Creusot, les métallurgistes sortent les premières plaques d'acier au nickel. Premier navire au monde en acier, le Redoutable bénéficie de structures renforcées aux formes complexes et d'un cloisonnement cellulaire mis au point par l'ingénieur Louis-Émile Bertin pour renforcer la protection contre les voies d'eau. Le rassemblage nécessite une réorganisation du travail.
efficacité rime avec pression pour relever les défis de la compétition industrielle. Le sous-marin refait surface. Progresser à l'aveugle, stabiliser, propulser l'engin représentent de sérieux défis pour les ingénieurs. L'expérimentation bat son plein. Grâce à l'étincelle de génie de l'italien Tesla, l'électricité se ferait un chemin par les fils métalliques dans les coursives des navires, apporte la lumière et le mouvement aux moteurs électriques. L'électricien sort de l'ombre. La sortie du cuirassé HMS Dreadnought des chantiers navals britanniques change la donne. Exit les chaudières. Place aux turbines à vapeur. À Indrette, les ingénieurs noircissent les planches à dessin. Mécaniciens et chaudronniers retroussent les manches. Le mouvement rotatif directement impulsé à l'arbre de transmission vers l'hélice offre de rapides montées en puissance, la baisse des vibrations et de consommation de charbon. Dans les ateliers, ça chauffe, tousse et crache. Les calorifugeurs confinent la chaleur en isolant d'amiante les chaudières et les tuyaux. Les fibres de ce minerai envahissent l'univers de la navale. Les compagnons en paieront un lourd tribut. Les tôles les plus épaisses ne résistent pas à la découpe des chalumeaux oxyacétyléniques. La fusion du métal par la soudure autogène efface définitivement les rivets de l'assemblage. Le métier de soudeur est arrivé dans la navale avant la Première Guerre mondiale. La marine a énormément recruté de soudeurs au niveau des agriculteurs. Ils étaient après un peu plus formés dans ces écoles de soudage qui étaient propres aux arsenaux. Ce qu'on va réserver à l'atelier, c'est des petites pièces qui pourront être assemblées ensuite à bord. Tout ce qui est tuyauterie, des petits carlingages. Très vite, les navires, par rapport au tonnage, mais aussi à la résistance balistique, il a fallu augmenter les épaisseurs, développer de nouveaux procédés et surtout maîtriser ces procédés de soudage. Sur Brest, il y a eu de très bons laboratoires de soudage au niveau de l'arsenal. Et il y a énormément de publications historiques sur les recherches sur les taux de dépôt, mais aussi sur la fissuration. Le soudage est dit procédé spécial parce que si on ne respecte pas les vitesses de soudage, les intensités, les natures des matériaux à assembler, les températures entre passes, les angles de préparation des bords à assembler, eh bien en fait on ne sait pas ce qu'on crée. Et généralement il faut minimum 3 ans pour acquérir déjà une bonne habileté, pour pouvoir réaliser des joints sans défaut, dans le terme défaut de forme, avoir des cordons pas trop bombés, sans coulure, sans débordement. Et après on considère qu'au bout de 5 ans à 10 ans, le soudeur peut souder dans toutes les positions, dans des environnements exigus et voire utiliser parfois un miroir dans les endroits inaccessibles. Très vite, on va acquérir un vocabulaire très riche, très imagé. On va dire le cordon il est roulé, il y a une perte de fesses, tu avais mis la wash, tu avais mis la sauce. Alors la sauce c'est bien en cuisine, mais ici le vocabulaire traduit un peu un geste technique, un sentiment de fierté, parce que ça reste
un procédé manuel, voire artistique. Mais dans notre industrie navale, c'est pas forcément le premier but recherché. Les progrès des mathématiques, couplés à l'audace des architectes navals, poussent au gigantisme. Les navires passent de 78 mètres à 168 mètres en 50 ans. Le Jean Bart sort des ateliers de Brest avec ses 4 turbines à vapeur anglaises. Une chaudière auxiliaire au mazout prend place. La mécanique devient une science. Rudolf Diesel a inventé le moteur diesel. Alors, la mécanique est une discipline de la physique qui comporte 3 grands volets, la statique, la cinématique, la dynamique. C'est la discipline du mouvement et des efforts, si on peut synthétiser ça ainsi. Alors appliqué à la navale, c'est essentiellement tout ce qui a trait à la production d'énergie au sens large, énergie qui permet de propulser le navire, mais également énergie électrique pour faire fonctionner les équipements du navire, énergie hydraulique pour d'autres équipements. Alors c'est vrai qu'il y a plutôt les mécaniciens d'atelier et les mécaniciens qui font de la conduite. Alors les uns ont une tendance plus conduite, les autres ont une tendance plus technique, visite des machines. Mais le mécanicien qui conduit sa machine ne peut pas ignorer les opérations d'entretien qu'il a à faire sur sa machine. Et le mécanicien qui entretient ne peut pas ignorer comment a pu être conduite la machine. Il peut donner un verdict. Mais le mécanicien, je dirais, par nature, est quelqu'un d'assez pratique. La théorie, c'est une bonne chose, mais être au contact et observer, c'est important. Le bon mécanicien, en quelque sorte, proche de sa machine, a intégré le niveau acoustique de sa machine ou de son moteur. Dès que ce niveau acoustique rentre dans une phase anormale, c'est la même chose pour les vibrations, c'est la même chose pour les températures, il le saisit. Et ça, c'est de l'expérience. Il doit bien comprendre les phénomènes physiques qui sont en jeu, certainement être très vigilant, et puis être humble, et de plus en plus, parce que les systèmes sont de plus en plus imbriqués. Le conflit mondial tonne à l'horizon. Si les cuirassés impressionnent, la flotte française cherche des navires rapides et moins coûteux. L'air marin devient un lieu d'observation vital. Un croiseur équipé d'une plateforme pour hydravion est vite remplacé par un véritable porte-hydravion, le commandant test. Si l'onde marine porte le vaisseau, l'onde électrique va le propulser dans l'espace. Les premiers composants électroniques embarquent dans les postes de radio. La parole et l'information courent désormais sur de longues distances. Le premier conflit mondial éclate. Sur et sous les mers, les sous-marins font des ravages dans les flottes alliées. Pour les traquer, des hydrophones et des oreilles acoustiques percent les secrets du monde du silence, moteur à l'arrêt. Avec des chercheurs anglo-saxons, Paul Langevin met au point le premier système de détection acoustique active à ultrasons. Le sonar prend place dans les entrailles des navires. La discrétion devient un enjeu majeur. Le monde est exsangue. Les Alliés, soucieux d'éviter une nouvelle course aux armements ruineuses, imposent des contraintes aux dimensions et normes des navires. Pour les Anglais, la France doit être bridée. L'entente cordiale se fissure.
L'Amérique est à portée de périscope avec le sous-marin de haute mer, le Requin. Profilé en fuseau, sa propulsion électrique et diesel met à portée les plongées de 20 heures. Mais difficile de maintenir les mêmes performances dessus et dessous. Pour y pallier, Louis-Émile Bertin contribue à la création du premier laboratoire hydrodynamique naval au monde. De nombreuses générations de modèles réduits vont naviguer dans le bassin des Carennes. Le ministre Georges Lègue conforte la marine dans ses compétences qui s'étendent désormais des airs aux abysses. L'aéronaval garde son nom. La guerre aussi, qui envahit de nouveau le monde. Le monde est un champ de ruines. Dans les ateliers, ou ce qu'il en reste, de nombreux compagnons manquent à l'appel. L'histoire ne connaît pas d'arrêt. Il faut enfouir la douleur sous le labeur. Tous les talents sont mis à contribution pour faire du neuf avec du vieux. Militaire, civil, militaire. Pour l'ingénieur et l'ouvrier, un navire est un navire. Paquebot, dragueur de mines, cargo, pétrolier et même locomotive vont se croiser dans les ateliers et les cales. Sur les tours, les fraiseuses, flambant neufs, les matériaux changent. L'usinage de l'aluminium ou du titane, cassant et inflammable, nécessite de la délicatesse. Einstein, d'une simple formule, E égale mc2, où se mêlent masse et énergie, annonce l'émergence de l'énergie nucléaire et de la propulsion continue. La physique atomique s'ouvre sur un Graal à deux faces. Jamais l'humanité n'aura eu une telle puissance entre les mains et si peu de sagesse. Le regard plonge dans l'infiniment petit. Les coques s'affinent. Aujourd'hui, on change les formes très très rapidement, alors qu'avant, il fallait que ce soit très très figé en amont. C'était effectivement le domaine du senti, du compagnon, qui faisait au mieux pour avoir une forme la plus jolie possible. Il fallait que ça soit le plus linéaire, sans accroc dans la forme. Lorsque l'on faisait le plan des formes à l'échelle 1 sur le plancher, directement à genoux par terre, avec des petits réglés, qu'on mettait des petites masselottes pour pouvoir tenir la règle et puis pouvoir graver le bois, mettre de l'encre de Chine au fond de la rainure pour que ça reste dans le temps. Eh bien, il n'y avait plus beaucoup de possibilités de changer quoi que ce soit. Derrière, on faisait des moules en bois, de manière à ce que les chaudronniers viennent faire plaquer la tôle sur les moules avec des repères qui étaient placés sur les moules. Les anciens, ils étaient obligés de travailler avec un dévers pour que les cloisons soient droites une fois que le bateau était sur l'eau. Le fil à plomb était proscrit à l'intérieur du bateau, puisque en fait, il donnait une très très mauvaise indication, puisqu'il donnait la verticale. Or, le bateau, il n'était pas à la verticale, il avait une certaine pente,
Tout ça c'est fini, puisqu'aujourd'hui on a des ponts qui sont ou droits ou à facettes, mais il y en a très peu sur le bateau. Et donc l'équerre est redevenue pièce maîtresse à l'intérieur d'un navire en construction. Alors que le transistor vient se nicher dans les circuits électroniques, la puissance de l'aéronautique entre en cale. On a connu beaucoup plus récemment les propulseurs par turbine à gaz. Les propulseurs par turbine à gaz sont issus du monde aéronautique. Alors c'est assez simple, c'est également une machine à combustion interne où on transforme l'énergie potentielle du combustible en énergie thermique et cinétique. Et les gaz d'échappement font tourner la turbine qui entraîne l'hélice via une chaîne de transmission. Le mécanicien, il a toujours les mains dans le cambouis, parce que, surtout quand il y a des avaries. Parce que les systèmes instrumentés, bon, effectivement, ça permet d'améliorer les conditions de travail du mécanicien, la surveillance de la machine. Mais le mécanicien, surtout quand il se met à faire de l'entretien, n'est fondamentalement pas très différent du mécanicien d'antan. Par contre, il y a tout le volet instrumentation du moteur qui vient en complément. Et là, le mécanicien ne travaille pas seul. Le métier de mécanicien ne va pas sans le métier d'électricien ou le métier un peu d'électronicien. Et on a vu par le passé émerger des disciplines qui s'appellent électromécanique, les deux disciplines sont toujours associées. Et puis plus récemment, le métier de mécatronique. Donc finalement, le métier de mécanicien naval s'intègre pour sa part mécanique dans un vaste système, et les systèmes réagissent les uns sur les autres. Sur fond de guerre froide, les empires se désagrègent violemment. La décolonisation est en marche. Les sphères d'influence s'étendent sur tous les continents. La planète semble rétrécir avec le développement des moyens de communication. Une course effrénée s'engage. Les sciences sont mises à contribution. De l'espace aux abysses, les champs de conquête s'agrandissent. La projection, c'est le porte-avions. Le Conseil supérieur de la Marine lance la construction des porte-avions Foch et Clemenceau. Les chantiers civils de l'Atlantique à Saint-Nazaire sont mobilisés pour façonner la coque et l'appareil propulsif. Dans la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique, les missiles balistiques pointent leurs ogives nucléaires. La dissuasion se joue sous les mers. Le général de Gaulle joue des coudes pour que la France reste dans la cour des grands. L'atome entre au cœur des navires. Le programme de sous-marins à propulsion nucléaire mobilise tous les savoir-faire sur les sites d'Indrette et de Cherbourg. Leur entretien se fera à Brest, lieu de leur ancrage. Le nucléaire, pour faire simple, il y a la partie chaudière nucléaire qui fait appel à la technique nucléaire, à la fission, qui est un domaine assez particulier. Mais au sortir de la chaudière, vous avez de la vapeur. Et là, c'est de la vapeur saturée ou très peu surchauffée. Et donc là, vous rentrez dans l'ancien système de propulsion, l'ancienne technologie de propulsion à vapeur. Et là, je peux presque dire, rien de nouveau sous le soleil. Les ateliers deviennent des laboratoires. Si la science et l'informatique convergent, la construction de maquettes en bois, grandeur réelle, reste nécessaire pour tester le comportement du sous-marin et valider les calculs. Vous tombez immédiatement dans la discipline de la sûreté nucléaire. Donc faut évidemment faire très très attention et conduire correctement la machine dans le respect des procédures, des processus, etc. Donc
Mais c'est vrai pour le nucléaire, mais c'est également vrai pour la partie secondaire. Quand vous avez de la vapeur à forte température et à forte pression, il faut également faire attention, et les deux systèmes sont quelque part liés au travers d'un échangeur. Donc, dans le domaine de la propulsion et des systèmes propulsifs, il y a toujours un volet sécurité. Mais je suis sûr que le domaine nucléaire est extrêmement cadré, par nécessité. La propulsion nucléaire des sous-marins prend le chemin des entrailles d'un nouveau navire, le porte-avions Charles de Gaulle. Les travaux d'entretien de la flotte, couplés à cet immense chantier, mobilisent tous les services et leurs compétences. Je ne me suis pas dit à 15 ans, j'ai envie d'être charpentier tôlier. D'ailleurs, le mot charpentier tôlier, je ne le connaissais pas. Ou j'ai envie d'être électricien ou mécanicien. Parce que quand on passe le concours, au départ, on ne sait pas dans quel métier on va être affecté. Non, on est reçu, après c'est avec des tests, on va dire, psychotechniques, ils appelaient ça à l'époque. Et c'est là qu'on était affectés dans nos différents métiers. Donc il y avait le métier de fraiseur, de charpentier bois, charpentier tôlier, chaudronnier, mécanicien, voilà. Mais on ne savait pas, quand on était reçu, ce qu'on allait faire. Il y avait électricien aussi. Tout le monde voulait faire électricien à l'époque. Mais après, quand ils commençaient à travailler et qu'eux, ils tiraient les câbles, ils étaient moins heureux. Le montage, c'est ce qui est au chantier, mais nous, on appelait ça la cale. Et on appelait les gens qui étaient là-bas les caleux, quoi. Mais les femmes n'avaient pas le droit d'aller là. Quand moi je suis arrivée, on faisait tout le tour en fait de ce grand bâtiment où il y avait différents métiers. Le métier de charpentier tôlier, mais dans le service petite tôlerie, service des métaux légers. Là on travaillait tout ce qui était tôlerie fine, alu, inox, donc on faisait du mobilier, on faisait beaucoup de ventilation à l'époque. Et tous les gens traçaient à la main, donc les développements de gaines de ventilation, tout ça c'était fait à la main. Et ensuite, cette pièce-là était découpée avec des machines d'oxycoupage. Et c'était une machine pour l'époque qui était assez pointue puisque on chanfreinait directement les tôles. Donc c'était une belle avancée d'un bâtiment à faire. On faisait beaucoup de panneaux plans OBF à l'époque et donc c'était un rouleau de très très forte capacité. On mettait de la tôle épaisse, très longue sur la forme du bordé d'un bâtiment. Des tôles qui sont quand même formées, on va dire, aussi de la main de l'homme, hein, pas que des machines. On avait donc des gens qui dressaient à chaud. Ils chauffaient donc le métal rouge hein, et après donc ils y allaient à la former et ils dressaient comme ça. Hein. Pas de formation, on va dire, de formeur machine. Hein, c'est aussi avec l'expérience. Parce qu'on on va tracer les génératrices, qu'on appelle les génératrices, mais il y a aussi après la touch, on va dire, du formeur qui va mettre le bon tonnage au bon moment, au bon endroit pour venir épouser, quoi. Donc c'est quand même des métiers qui s'apprennent aussi avec l'expérience et le matelotage. Il faut aimer ce métier-là, c'est un métier qui est dur, qui est assez dur physiquement quand même dans certains cas, ça demande de l'habileté. Et ensuite une bonne lecture dans l'espace, une bonne connaissance de la terminologie navire, une bonne connaissance du travail, on va dire, de la matière, à la soudure, à la chauffe, pour pouvoir justement faire au mieux le montage, hein, pour que la pièce travaille le moins possible et que les déformations, on va dire, soient contenues.
la personne qui est forte de son expérience et va trouver des petits trucs et elle va vraiment être au plus juste, au plus précis. Là, on peut dire, on fait mieux que le plan. Dans notre métier, on appelle ça les gens qui ont des mains en or, qui ont vraiment cette passion, qui vont le faire naturellement parce qu'ils ont ça en eux. Et il y a des différences en finition, bien entendu, entre les personnes, pour tout. Il y a des personnes à qui je peux confier ce qu'on appelle de la confection de tôlerie fine, parce qu'ils ont cette touche et ils vont me réaliser la pièce vraiment dans des délais impartis, mais vraiment très très bien, quoi, très fini. Après, les gens qui sont à bord, eux, ils vont aller monter ces pièces. C'est pas les mêmes conditions de travail, effectivement, parce qu'à bord, ils peuvent se retrouver dans des endroits exigus, dans des locaux confinés. Je me souviens, c'était au bâtiment en fer, dans les années 87, on avait fait une maquette de l'enceinte de confinement qui allait recevoir le réacteur nucléaire. Ces jupes, elles sont c'est un espace très confiné. Elles étaient dans un acier particulier et donc elles nécessitaient un préchauffage. Et le fait de préchauffer à 120 degrés cet espace confiné très restreint, dans lequel les soudeurs devaient se ramper, faisait qu'ils ne pouvaient pas travailler plus de 15 minutes. Ils allaient à l'intérieur, ils grillaient ce qu'on appelle griller une baguette. Ils avaient fait un joint de 10 cm et ils ressortaient. La plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est qu'on a forgé la butée d'Ardélix de Charles de Gaulle, qu'on a réussi à les faire. 1,10 m fini, diamètre, elle n'entrait pas dans le four. Qu'en diagonale, comme ça, on coupait dans du carré un bloc, sans de poids, correspond à la pièce demandée. Le bloc, on le mettait au four, chaud à 1250. Il y avait un appareil de mesure pour contrôler la température dans le four, une caméra. Mais nous, on avait l'œil du forgeron, on savait qu'à l'œil, elle était chaude. Parce que 1000 degrés, c'est rouge cerise. Et la température de forgeage, c'est 1250, la pièce est blanche, quand elle sort du four. On cassait les angles, les arêtes, on en faisait un cylindre. On le mettait debout et on faisait une galette qu'on écrasait à la cale de hauteur. Et par suite, la galette, on la mettait sur un emporte-pièce avec un trou, on la centrait à l'œil et on mettait le poisson. Le levier frappait un grand coup, c'était percé. Et par suite, on mettait du charbon, une bonne poignée, et le pilonnier frappait un grand coup. Le poisson, il était éjecté. Il partait comme un coup de fusil. C'était vraiment effrayant. Alors là, c'était impressionnant. C'était un travail très dur. Il fallait être précis. On n'avait pas droit à l'erreur. Il ne fallait pas qu'elle ait du gauche. Il fallait la maintenir sur le rouleau, sur l'enclume, elle est tenaille, un devant et un derrière, pour la tenir droite toujours, pendant que le pilon tapait dessus à mesure et la pièce tournait. Ça a été vraiment l'apothéose. Mais tout ce qui est travaux de coque, ça représente une volumétrie énorme. Pour des raisons industrielles, parfois on est avec des très grands jours entre deux tôles. Et par des subterfuges du métier, on arrive à combler ces jours et à assembler des choses qu'on ne pensait pas réalisables. C'est pas parce que ça paraît magique que ça l'est. Il faut toujours valider son process par des tests en laboratoire pour s'assurer que ce qu'on va faire est techniquement possible, mais aussi
mécaniquement tenable. On doit progresser dans les contrôles. Alors les ultrasons sont très employés en médecine, pour tout ce qui est échographie. On va passer sur une vision 2D à une vision 3D. Et là encore, c'est le numérique qui va permettre ce développement. Mais c'est un peu un souci de s'appuyer un peu trop sur ces nouveaux procédés de contrôle et d'oublier que le premier contrôle à effectuer, c'est le contrôle visuel. Aujourd'hui, c'est vraiment l'avènement du numérique. Et les ordinateurs surpuissants permettent de faire de la modélisation numérique du soudage. L'intérêt, c'est de prédire les déformations et du coup, comment on va pouvoir assembler des grands éléments entre eux par le procédé soudage. Mais on aura toujours besoin du côté pratique quand même pour vérifier les modèles numériques. Si on prend le cas du soudage semi-automatique, on va donc pouvoir maîtriser cet arc, ce transfert entre le fil qui va fusionner et la pièce. On maîtrise le détachement de la goutte par rapport au fil, on maîtrise le transfert de cette goutte sur le métal à fusionner. L'appareil va réguler en fonction de la gestuelle du soudeur. C'est vrai que c'est une facilité de travail, un peu moins de fatigue, donc un peu plus de productivité et aussi la possibilité de souder de nouvelles pièces. Il y a tout de même un risque à penser que n'importe qui pourrait réaliser l'opération parce que le poste est intelligent. Maintenant, il y a beaucoup de machines numériques, on règle et avec l'expérience, on arrive à faire c'est du réglage à 90 degrés souvent. Donc on met le programme maintenant, hop, la machine, pouf, elle va descendre. Et avant, il n'y avait pas tout ça. Mais il faut quand même avoir l'expérience pour utiliser même les machines qu'on a aujourd'hui. Ça s'apprend quand même. Alors aujourd'hui, on a de la chance, au moins dans cet atelier, d'avoir une machine à découpe jet d'eau qui va quand même limiter les tâches du taulier et qui va découper les pièces à leur forme directement. Chose qu'avant, on utilisait le chalumeau pour venir faire découper la pièce ou la meuleuse. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de phases pénibles, on va dire, qui sont enlevées grâce à cette machine. Après, le montage, il y aura toujours les formes à donner. Bien sûr, il y a les plieuses, mais après, il y a le formage à chaud. Il y aura toujours le pointage, la soudure. Là, ça reste à la main du taulier et du soudeur. Il y a une grande satisfaction, bien entendu, de réussir à faire ces pièces plus complexes. Et donc, les gens aiment aussi, je pense, les gens qui aiment leur métier aiment bien les challenges. On est passé de la lampe au transistor et du transistor au circuit intégré. Cette évolution a permis de passer un certain nombre de données de plus en plus importantes au niveau des composants électroniques, de centraliser, de concentrer aussi des fonctions logiques dans des circuits électroniques. On s'appuie aussi sur tout un système de communication qui communique avec des centres à terre, qui communique avec d'autres bateaux, qui puissent communiquer sur ses positions, sur sa position propre, sur la position des autres par rapport à lui, pour avoir une situation qu'on appelle une situation tactique. Au-delà de toute la partie aide à la décision, il y a toute une partie aussi navigation.
Au départ, on était avec des alidades ou des jumelles, des systèmes optiques tout simples pour savoir effectivement où on se situait. Et maintenant, on a des radars de navigation qui nous permettent d'avoir toutes ces informations-là. On a le GPS aussi qui nous permet d'avoir des informations de navigation sur les bateaux. C'était la première étape, donc avec des capteurs qui fonctionnaient d'une manière un peu autonome. Et la deuxième étape, ça a été d'intégrer tous ces capteurs au cœur d'un système qui s'appelle le système de combat, le cœur du système, le CMS, le Combat Management System, afin d'avoir une situation tactique la plus précise possible et la plus optimale possible en fonction des menaces. Alors effectivement, il y a une grosse évolution au niveau de l'électronique sur des composants programmables. Donc on va mettre de l'intelligence aujourd'hui dans des composants. Au niveau des sous-marins, on était sur des périscopes, ce qu'on appelle pénétrants, donc qui rentraient dans la coque avec des systèmes de miroirs qui nous permettaient de voir optiquement ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, on arrive sur des mâts non pénétrants, donc qui ne rentrent pas dans la coque, mais qui comportent en fait un certain nombre de capteurs. Les capteurs de caméra infrarouge, caméra visible, radar, qui permettent de récupérer toutes ces informations-là, mais au niveau électronique, et non plus directement sur des informations visuelles. Tous les jeunes qui naissent avec une tablette dans la main, les anciennes générations, eux, ne sont pas forcément habitués à tous ces outils-là. Donc quand on voit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut penser les bateaux de demain en fonction des jeunes qui vont commander ces futurs bateaux, et donc d'amener justement du numérique et de la nouvelle technologie dans ces bateaux. Dans les ateliers, le métier a aussi évolué. On était beaucoup sur de la réparation au tout début de cartes électroniques. On arrive aujourd'hui avec des composants de plus en plus petits, de plus en plus intégrés, avec différentes couches de circuits imprimés qui font qu'aujourd'hui la réparation devient de plus en plus complexe. Ce contrôle de caméra est réalisé par une baie de maintenance sur laquelle on a différents appareils de mesure qui permettent de contrôler individuellement tous les senseurs et tous les capteurs. Alors ça s'appelle des collimateurs, c'est un système optique, ça permet de contrôler des caméras qui ont l'impression de regarder très très loin alors qu'en fait elles sont bien dans un espace fini. On va développer le concept de e-maintenance, de maintenance intelligente. Et donc en fonction des données qui nous arrivent des différentes installations à bord des bateaux, des navires, et on pourra peut-être prédire un certain nombre de pannes qui pourront arriver sur les bateaux. Tout n'est pas malheureusement écrit, sinon effectivement je pense que ce serait beaucoup plus facile. On trouverait tout de suite les pannes, on passe du temps à chercher des pannes qui sont quelquefois des pannes simples, de la connectique par exemple, des pannes aléatoires qui sont très complexes à rechercher. Et là effectivement on fait appel vraiment à des personnes qui ont cette vision-là, cette vision de système, cette vision complexe, et on transmet ce savoir-là derrière par le biais du matelotage. Maintenir en opération une grande diversité de navires requiert une capacité d'adaptation et une réactivité à toute épreuve. L'histoire des navires se niche aussi dans la mémoire des compagnons et des ingénieurs. Elle offre un précieux soutien lors des opérations d'entretien. À bord d'un sous-marin, le contrôle ou le remplacement des quelques 10 000 pièces impose méthode et grande rigueur à tous les étages.
quand les grands chantiers touchent à leur fin, la diversification des activités revient à l'ordre du jour. Si les compétences des ingénieurs et des ouvriers irriguent les marines étrangères, parfois d'étranges structures émergent dans les cales. Que ce soit pour le pétrole ou les énergies renouvelables, des plateformes offshore émergent des centres de recherche et de développement. Dans ce long compagnonnage avec la mer, on sent son énergie, ses humeurs, ses coups de gueule. Pour capter son énergie, il nous faut encore composer avec elle, puiser dans nos connaissances. Façonnée et assemblée avec la précision digne d'une montre suisse, elle s'apprête à tourner dès que les vents et les courants économiques seront porteurs de progrès. La poussée d'Archimède vient à la rescousse des hydroliennes pour accompagner leur lente et puissante rotation. Le design des bateaux a beaucoup évolué, notamment à cause de ce qu'on appelle la surface équivalente radar, c'est-à-dire en fait ces formes qui sont capables de diminuer la signature du bateau. Réduire les coûts, réduire les délais de fabrication veut dire passer par une simplification aussi des formes. La première conséquence de l'arrivée de l'informatique et l'arrivée de la CAO, parce qu'on est bien sur une conception assistée par ordinateur, c'est que tous les gens qui faisaient des plans, ces dessinateurs sont devenus des utilisateurs de manettes. Il y a autre chose qui a beaucoup fait évoluer la construction navale, c'est la construction modulaire. L'informatique aussi a joué un rôle là-dedans, puisque en fait, en ayant un modèle élément fini très tôt dans la vie du bateau, on peut directement commencer à faire les études d'intégration. Les intégrateurs viennent directement mettre dans le bateau des moteurs, des tags, viennent aménager le bateau avec un général arrangement, donc un plan de compartimentage, où on va avoir toutes les fonctions vitales du navire, donc les postes de commandement, les postes de navigation, les postes finalement de vie. On peut avoir aujourd'hui 2 bateaux qui sont construits en parallèle. Ça a été le cas pour BPC, effectivement, où la partie arrière a été construite par Brest, la partie avant par les chantiers de l'Atlantique à l'époque, et une jumboisation qui a été faite dans le bassin neuf ici. Sur tous les navires, on a toujours eu des brèches principales qui nous permettaient de sortir les plus gros matériels. Que ce soit sur sous-marin ou bâtiment de surface, ça existe toujours. Maintenant, le fait d'avoir un modèle numérique de la maquette 3D du bateau, l'opérateur qui est sur sa chauffeuse et qui est devant un pupitre de commande va pouvoir rentrer des volumes par les traves, regarder le cheminement d'un colis volant, ce qu'on appelle un colis volant à l'intérieur du bateau. Est-ce qu'il va être gêné par tel ou tel matériel ? Aujourd'hui, l'informatique permet de vérifier que les espaces ne sont pas trop confinés et que le soudeur va bien pouvoir souder. Alors ça, c'est des choses que les gens avaient forcément conscience parce qu'ils étaient passés en fait finalement par les apprentis, par des écoles internes. Et donc ils en avaient conscience parce qu'ils avaient travaillé sur le domaine. Aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent et on leur dit des fois, mais
Donc le gars là à l'intérieur, il vient faire sa soudure et puis après il reste là. Le monde virtuel c'est bien, mais la réalité est loin du monde virtuel des fois. J'ai beaucoup, dans ma pratique d'ergonomie, utilisé la réalité virtuelle parce qu'elle nous permet de projeter, de mettre l'utilisateur dans son environnement de travail futur avant qu'il n'existe. Ça peut être tout à fait orienté sur du cognitif, donc comprendre comment l'opérateur perçoit l'information, comment il la traite et comment après il l'utilise dans son travail concret. On peut orienter aussi le travail d'ergonomie sur quelque chose de physique, donc c'est une organisation physique du poste de travail. C'est un peu en lien avec la sécurité et la santé au travail, vérifier qu'on ne dépasse pas les charges à porter, la distance à porter, enfin, c'est tous ces éléments-là en ergonomie qu'on traite. La réalité virtuelle peut répondre à des besoins très larges en fait. On part de la conception vraiment, où là les équipes multimétiers, multi-expertise se rencontrent autour d'une même situation. Les opérateurs, les futurs utilisateurs, donc les marins en particulier, ont pu exprimer très tôt leur vision de l'exploitation du navire et donc on a pu les prendre en compte assez tôt dans la conception pour faire bon du premier coup. Pour autant, dans les pratiques de Naval Group, l'idée est bien de proposer des systèmes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour aider aussi les exploitations du navire, que ce soit pour la navigation, pour le combat, pour la sécurité à bord. Alors c'est vrai que dans la marine nationale, on a une forte pratique. Quelquefois, les commandants coupent les systèmes et on revient à une navigation à l'ancienne pour justement garder cette compétence et cette expertise. Alors, la réalité virtuelle se confronte à la complexité de l'humain. La question est de savoir jusqu'où on doit aller dans la réalité virtuelle pour être suffisamment proche du réel et finalement permettre ce qu'on veut y faire. Pour les pratiques chantier, par exemple, c'est vrai qu'il y a encore des limites finalement de la perception du toucher, du geste, de certains éléments comme ça qui sont dans des limites technologiques aujourd'hui. La capture du geste, on ne le fait pas sur quelqu'un de virtuel, on le fait forcément avec quelqu'un qui a cette expertise-là. Par contre, il peut être assisté dans la transmission par des vecteurs technologiques qui lui permettront d'être plus large dans la capacité qu'il a à transmettre son expertise. Dans les forges et le bâtiment fer, le silence envahit l'espace. Modernité et vapeur vont toujours de concert, et les papous et les artistes traversent le temps. On avait l'amour de ce métier, le faire, travailler l'acier, c'est quelque chose, façonner, maîtriser une pièce. On maîtrise l'acier, c'est formidable. C'est comme ça, c'est dans la culture aussi, je pense, de la ville et de voilà. Moi j'ai mon grand-père qui a travaillé à l'Arsenal, ça restera toujours quelque part l'Arsenal pour moi. J'étais passionné par la lumière et par la décomposition de la lumière blanche en différentes couleurs. La réfraction dans l'eau d'un signal lumineux qui se cassait dans l'eau, je trouvais ça extraordinaire. Alors ce qui m'a intéressé dans le naval, c'est vraiment l'aspect humain, la grandeur de l'œuvre. Ça m'a tout de suite plu, cette solidarité qu'il peut y avoir sur les gros chantiers. Aujourd'hui, c'est quand même les mathématiques qui l'emportent parce que c'est vraiment la volonté d'aller toujours plus loin dans la performance du navire, dans sa performance de vitesse, dans sa performance de signature. On a des bateaux en bois qui ont 150 ans et qui naviguent encore. On prouve réellement la durabilité du matériau. Et puis de porter une histoire, porter une certaine poésie sur la mer, et ça aussi c'est important. La conservation des compétences parmi les 250 métiers nécessaires à l'activité navale reste un exercice difficile. Dans l'imagination, la connaissance, le métier se nichent les réponses aux nouveaux défis. Il faut appréhender le futur et la très rapide évolution des technologies d'où émergent
de nouveaux métiers, de nouvelles passions.